Bonjour tout le monde et bienvenue à ma présentation, une histoire vulnérable sur l'épuisement ou le burn-out. Je m'appelle Julia Simon. Cette histoire du burn-out a eu lieu en 2019, donc je vais vous parler un peu de mon expérience. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager mon expérience personnelle pour justement être capable d'influencer quelqu'un ou d'aider quelqu'un et vraiment de réduire la stigmatisation de la santé mentale en technologie et dans nos lieux de travail. J'aimerais vraiment remercier Women Tech Makers pour la chance de vous présenter mon histoire. Normalement, c'est moi qui est de l'autre côté des conférences. J'en organise beaucoup et je choisis souvent les conférences. Donc, pour moi, c'est une première de vous présenter une histoire comme ça et c'est vraiment un privilège. Donc, merci beaucoup. There's an English version of this talk that is available at the same time if you feel more at ease listening to me speak in English. Continuons en français d'abord. Donc, un petit peu par rapport à moi, je suis montréalaise anglophone. Vous l'entendez sûrement dans mon accent. Je suis polyglotte, donc je parle aussi espagnol et allemand. J'ai vécu un petit peu partout dans le monde dans le passé. Je suis fièrement une maman d'un garçon qui a 10 ans et je travaille dans une entreprise montréalaise qui s'appelle Cloud Ops. J'étais officiellement la première femme engagée il y a 6 ans et maintenant on est rendu à 19 femmes. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de voir comment ça évolue. Je travaille, comme je disais, principalement dans les communautés. Donc, j'ai le grand honneur de m'impliquer dans les communautés infonuagiques, dont la CNCF, le Cloud Native Computing Foundation et les communautés DevOps. J'aime aussi beaucoup mon vélo. J'y passe beaucoup de temps l'été et l'hiver aussi. Donc, c'est vraiment les moments que j'ai pour moi où je peux réfléchir et penser. Et j'adore aussi les animaux. J'ai un chat qui s'appelle Flash. J'aimerais aussi préciser que les expériences dont je vais vous parler, ce sont vraiment mes expériences personnelles. Je ne suis pas une experte de la santé mentale. Donc, le thème de l'événement aujourd'hui, c'est le courage de créer. Pour moi, ça résume parfaitement mon expérience parce qu'il a fallu beaucoup de courage de passer à travers de ce parcours, de demander de l'aide et de créer un autre environnement ou une autre vie ou un autre framework qu'on pourrait dire dans ma vie. Donc, j'espère que vous voyez ça aussi et que ça résonne pour vous. J'aimerais vous partager mon histoire. Justement, je me sentais quand même assez seule quand j'ai vécu cette expérience. Donc, mon but, c'est vraiment d'en parler, de partager ces histoires pour que d'autres personnes qui se retrouvent dans des situations d'épuisement sachent que vous n'êtes pas seul. J'aimerais aussi normaliser la discussion par rapport à la santé mentale en technologie et dans nos milieux de travail. C'est vraiment important pour moi parce que c'est souvent vu comme une chose négative, mais pour moi, au contraire, c'était vraiment quelque chose qui m'a tellement aidé, qui a vraiment formé la personne que je suis devenue. Pour commencer, c'est quoi le burn-out? Donc, c'est maintenant reconnu par l'Organisation mondiale de la santé comme étant un phénomène professionnel. C'est vraiment donc le stress, ça arrive à tout le monde, ça fait partie de la vie, mais c'est vraiment un stress qui est prolongé sur longtemps. Pour moi, c'était le cas. Non seulement des moments pointus, mais plusieurs choses dans ma vie pendant plusieurs années, qui ont vraiment ajouté des couches. On va rentrer un peu là-dedans très bientôt. Mais c'est un stress et un épuisement, soit physique et ou émotif, chronique. Donc, ça veut dire que c'est là tout le temps, peu importe si on prend un bain ou on se repose un petit peu, c'est toujours là. C'est vraiment un constant, en fait. Et ça nous amène à être pas mal négatif. De
de pas avoir grande énergie pour d'autres choses, de pas vraiment être motivé, finalement d'avoir beaucoup de cynisme par rapport à la vie. Pour moi, c'était vraiment au niveau plus d'une crise existentielle. Je me sentais comme la vie allait toujours être difficile et quand même assez sombre. J'avais aussi une inefficacité personnelle et surtout professionnelle. Je me sentais incompétente dans le travail que je faisais pendant longtemps. Les choses étaient plus difficiles, les choses marchaient pas. J'ai vraiment perdu patience à chaque fois que quelqu'un me posait une question. Où se retrouve ce logo? Où se retrouve telle affaire? Je devenais frustrée à un niveau qui était pas normal ou pas lié à la demande qui m'était faite. Donc là, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que normalement, je suis une personne qui est vraiment contente de collaborer avec des gens. Et quand ça commençait à me frustrer, ben, je savais qu'il y avait un problème. J'avais aussi une perte d'identité, mais plus pour moi, c'était au niveau d'une dépression. J'avais commencé au moins un an avant à commencer à faire une dépression, mais je n'étais pas au courant et aussi j'étais aussi dans le déni que ça allait m'arriver d'une façon comme ça. Et éventuellement, l'insomnie ou juste, je dormais pas bien, mon sommeil était pas régulier, j'étais, je pensais à plein de choses pendant la nuit, je dormais pas bien. Et aussi mon travail, je me sentais à un certain point comme si je nageais dans un océan toute seule et j'avais pas des objectifs qui étaient clairs ou j'avais pas l'impression que j'avais un impact ou que mon travail avait un impact et ça m'affectait beaucoup. J'aimerais aussi juste nommer un contexte pour les femmes en général. Donc, c'est pas un secret que les femmes, surtout les mamans, ont fait pas mal plus que les hommes dans la vie quotidienne au niveau des tâches domestiques et aussi au niveau des enfants. Donc, c'est déjà une couche de plus. C'est déjà un autre travail à temps plein, disons, qu'on a. Et là, on rentre dans un milieu professionnel et on est supposé de tout faire et de tout bien faire. Et on devrait être la femme parfaite, la maman parfaite, l'employée parfaite et tout faire et tout bien faire. En fait, c'est ça un peu le conditionnement ou les normes sociétales avec lesquelles au moins moi j'ai grandi, en espérant que ça va changer avec les générations. Il y a aussi un écart de reconnaissance et de rémunération pour les femmes. Donc, est-ce que les femmes avancent au même niveau que les hommes? Est-ce qu'on est payé au même niveau que les hommes? Ce sont tous des choses qu'on commence à en parler et avoir conscience par rapport à ça, mais c'est vraiment des choses qu'on doit réparer, qu'on doit changer à l'avenir. Et aussi la compétition. Euh, L'attente est vraiment qu'on va négocier comme un homme, qu'on va travailler comme un homme. Les femmes sont différentes. Nous sommes tous différents l'un de l'autre et nos besoins sont différents. Donc, de grandir avec ce besoin d'agir comme un homme au travail, euh, je trouvais ça difficile et je pense que c'est un facteur qui influence beaucoup les femmes de ma génération, je pourrais dire. Au niveau personnel, parce que l'épuisement et le burn-out, c'est pas juste le travail, c'est pas juste une dépression, mais c'est aussi la programmation personnelle. Donc, c'est vraiment plusieurs choses ensemble qui contribuent à ce feeling, à cet épuisement chronique. Donc pour moi, c'était vraiment le cas. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup cocher ma liste de choses à faire. J'aime ça être productive. Je suis énormément responsable de beaucoup de choses. J'en prends, j'en prends, j'en prends. Euh, et je me valorise en faisant ces choses-là. Je suis aussi pas mal perfectionniste, donc il a fallu que j'apprenne aussi à changer un peu ma façon de penser. J'ai même un bulletin ici devant moi de la deuxième année, et puis la prof a écrit que
Elle se montre quelquefois trop sévère envers elle-même. Donc, même en deuxième année, j'attendais beaucoup de moi-même. Donc, comme je disais tantôt, il y avait plusieurs choses qui ont contribué à mon burn-out. C'est vraiment comme des couches d'oignons. Il y avait plusieurs éléments déclencheurs. Donc, il y a quelques années, j'ai vécu une séparation du père de mon fils. Donc, ça voulait dire que je suis devenue monoparentale. J'avais aussi, quand je suis retournée travailler, je voulais me prouver, je voulais bien faire ma job. Éventuellement, il y avait juste aussi trop de travail. On était une petite entreprise qui grandissait. Comme la seule personne en marketing, ben éventuellement, on grandissait, on voulait faire plein de choses, puis ça devenait beaucoup aussi pour moi. Et aussi, j'avais un deuil à faire. J'avais perdu mon chien. Elle est décédée à 13 ans. Et j'avais jamais vécu un deuil de quelqu'un ou de quelque chose, un animal, un être aussi proche à moi. Donc, c'était vraiment... Je m'attendais pas à ça et je ne savais pas c'était quoi le deuil. Et ça m'a vraiment aussi beaucoup affecté dans comment j'ai perçu les choses. Euh, et aussi, couche personnelle, dans mon caractère, c'était le désir de plaire. Je voulais bien faire ma job. J'étais dans une nouvelle industrie. Je connaissais zéro par rapport à la technologie. Je voulais bien faire ma job. Je voulais bien représenter l'entreprise. Euh, je, c'est ça, je voulais bien faire, je voulais impressionner les gens, pas d'une façon explicite, mais je voulais que les gens pensent que, oh wow, elle sait qu'est-ce qu'elle fait, puis oui, ça vaut la peine d'avoir cette personne-là dans ce poste-là. Euh, J'avais aussi un grand sens de l'obligation dans ma vie. À chaque fois que quelqu'un me demandait quelque chose, j'avais le sens qu'il a fallu que je dise oui. Donc, ce sont un peu les choses qui ont contribué à mon état. Donc, comme mon conditionnement m'a appris, ben, je continue et je suis une femme forte qui peut tout faire. Je peux travailler à temps plein, je peux élever mon enfant, je peux être une femme magnifique. Donc, j'ai pas vraiment pris le temps pour prendre une pause ou pour penser que je n'allais pas continuer, en fait. Je voulais être occupée, ça faisait partie de ma routine. Mais éventuellement, je trouvais ça lourd. Et je me demandais si j'étais la seule à trouver ça tellement lourd et comment les autres font. On est vraiment... je me sentais seule dans mon bateau ou seule dans mon océan à nager toute seule. Par la suite, je suis allée voir un médecin parce que je me sentais pas bien et j'étais fatiguée. Et mon médecin m'a offert des antidépresseurs. Et aussi, elle m'a suggéré d'avoir un chiot. Donc, je trouvais toute la vie accablante. Donc, pour moi, c'était vraiment pas des options que je voulais pas aller dans cette direction-là. Donc, j'ai continué dans ma vie normale, qu'on pourrait dire. J'ai recommencé à faire de la thérapie avec ma thérapeute qui m'aidait beaucoup, mais j'avais pas vraiment d'intervention à ce moment-là. Mais éventuellement, après un an, je craque. Je dormais plus, j'étais toujours fatiguée, j'étais toujours frustrée, j'étais toujours négative. Euh, je voulais plus vraiment voir mes amis, j'avais pas vraiment l'énergie de faire quoi que ce soit, de faire une activité avec mon fils, c'était tellement une grosse affaire que je trouvais ça triste et très difficile. Donc c'était vraiment une crise émotionnelle et professionnelle et existentielle en même temps. Je suis retournée voir mon médecin. À ce moment-là, elle m'a écrit une note pour prendre congé de mon travail. Donc le vendredi, j'avais dit à mon patron et à mes collègues que le lundi, je ne rentrerai pas. Je suis juste pas bien, je vais pas bien, je pleurais tout le temps. Je pense que je pleurais en leur expliquant tout ça. J'étais juste fragile et je savais pas par où aller. Donc même quand les gens me disaient, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Je le savais pas. Je savais pas par où aller. Je savais que je voulais pas vraiment rester en marketing. Je savais que ça allait pas vraiment bien, mais par où aller? Euh,
je ne savais vraiment pas par où m'orienter. Donc, ça m'a vraiment pris du temps pour me reposer, pour prendre un peu de recul sur mon travail. Je me sentais vraiment libérée de cette obligation. Je sentais comme si je laissais tomber un poids énorme juste de prendre une pause et de dire que ça va pas et que j'ai besoin d'aide. Donc, tranquillement, pas vite, j'essaie de rebâtir la fondation et je fais vraiment un effort. Encore une fois, je suis perfectionniste, donc si je suis brisée, ben je vais me réparer puis je vais être parfaite après. Malheureusement, avec la santé mentale, c'est pas vraiment c'est pas si évident et c'est pas si facile. Donc pour moi, ça a vraiment pris beaucoup de temps et même mon médecin qui m'a dit, Julia, relax, repose-toi, arrête d'essayer de te réparer, arrête d'essayer, relax, prends du temps pour toi, fais les choses que tu aimes bien et puis le tout va se placer. Donc, ce sont des choses que j'ai vraiment commencé à apprendre. Il a vraiment fallu que je me reconnecte à moi-même, à mon intuition, à mon corps, de bouger, juste d'être capable de sentir parce que j'étais très cérébrale. Je pensais, ben c'est quoi la solution la plus pratique? Même si c'était pas la solution que je voulais faire, mais si elle est pratique, ça fait du sens, ok. Donc j'allais toujours avec ma tête, donc c'était vraiment un moment pour moi de me reconnecter à ben, comment est-ce que je me sens vraiment si je ferme mes yeux puis j'y pense? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait plaisir? Est-ce que je ne veux pas faire cette chose? Donc, ça m'a vraiment pris du temps à réapprendre à m'écouter puis à regarder vers l'intérieur. Éventuellement, j'ai aussi pris des antidépresseurs. C'était un sujet quand même assez tabou pour moi. J'ai des gens qui en prennent, que ça va super bien. J'ai d'autres gens qui jugent fortement l'utilisation. Donc pour moi, c'était une décision très difficile. J'ai essayé un tout petit peu, un dosage très minime. Et en tout, c'était 6 semaines, mais c'est quelque chose qui m'a aidé. Patience avec moi-même, d'écrire dans mon journal, évidemment faire du vélo, sortir dehors. Je suis aussi passionnée des chevaux. Donc pour ceux à Montréal qui connaissent, sur le Mont-Royal, il y a une écurie de la police. Donc je montais mon vélo en pleurant parce que j'allais pas bien, puis j'étais juste overwhelmed total de la vie, mais c'était ça ma routine. Donc je montais à vélo la montagne pour aller visiter les chevaux, puis je passais du temps avec eux dehors et je leur parlais et ça me faisait tellement du bien. Je fais aussi de l'équitation, donc j'ai commencé à faire ça une priorité dans ma vie pour aller passer du temps avec des animaux. J'ai aussi une pratique, heureusement, de méditation védique qui m'a aussi beaucoup aidé, qui m'a groundé vraiment dans une routine. Donc, tranquillement, pas vite, je recommence à me sentir mieux, à me sentir mieux. Donc, ça faisait 3 mois et demi que j'avais arrêté de travailler. J'ai fait d'autres choses pendant ce temps-là. Je me suis occupée de moi-même. J'ai passé du temps avec mon fils. Je suis sortie dehors. J'ai même fait beaucoup de jardinage. J'ai mis mes mains dans la terre. C'est tellement thérapeutique. Donc, il y avait vraiment beaucoup de couches et d'apprentissage sur moi-même. Éventuellement, quand je me sentais assez bien pour retourner travailler, j'étais comme, oh oui, c'est vrai, crise professionnelle, j'avais comme mis ça de côté, qu'est-ce que je veux faire? Je me sentais pas vraiment super en ligne avec mon travail en marketing et je voulais plus travailler avec les gens. Donc, je suis allée voir un coach professionnel. Encore, j'ai eu le courage de demander de l'aide et c'était vraiment une belle expérience. J'ai vraiment appris par rapport à mes forces. J'ai vraiment aussi appris à demander à d'autres gens dans cet exercice-là, comment est-ce que vous me percevez? Comment est-ce que vous percevez mes forces? Quels sont mes talents?
Et c'est un exercice que je recommande fortement. Des fois, on a tendance à dire, ben là, on veut pas que les gens parlent de moi ou ça nous rend peut-être inconfortable. Mais c'est vraiment, c'est très puissant pour moi de voir comment les gens me voyaient parce que moi, me voyais pas de cette façon-là. Donc, ça m'a vraiment donné une puissance et un méga pouvoir de croire en moi-même, ce qui m'a aussi amené à proposer, à avoir le courage de proposer un nouveau rôle. Je suis très, très, très reconnaissante de tout le monde chez CloudOps qui m'ont vraiment laissé la place, qui avaient l'ouverture d'esprit pour dire, ah, ok, ben, elle veut proposer d'autres choses, elle veut faire d'autres choses, ben, voyons si ça pourrait fonctionner. Parce que pour moi, c'était comme, ben, si je suis pas en marketing, la majorité des postes dans l'entreprise sont techniques. Donc, où est-ce que je m'en vais? Donc, il y avait une ouverture d'esprit envers moi pour proposer un poste dans l'équipe personne et culture, plus axé sur les choses que j'aime faire et dont nous avions un besoin aussi. J'ai fait un retour progressif au travail et quand j'étais rendue à 4 jours par semaine, c'était vraiment mon maximum. Donc, j'ai demandé un arrangement spécial pour rester à 4 jours. Et je suis toujours à 4 jours par semaine et c'est quelque chose qui est tellement précieux pour moi, pour ma santé mentale, pour ma vie en général. Des fois, j'ai des jours où j'ai plein de courses à faire. Des fois, j'ai des jours où j'ai pas grand-chose à faire, mais ces moments-là, ces journées-là, c'est vraiment précieux pour moi. Et là, je suis dans un nouveau rôle et ça me force aussi à apprendre des nouvelles choses, à sortir de ma zone de confort et à évoluer et à vraiment trouver d'autres gens et d'autres femmes inspirantes et d'apprendre vraiment autre chose. Et de battre mon syndrome de l'imposteur. Donc, c'est vraiment un beau défi que je suis. Ça fait 1 an maintenant que je suis dans ce poste. Donc, ce qui m'aide, et pour les gens qui écoutent ou qui visionnent ça, ce sont vraiment des choses que, pour moi, font du bien. C'est vraiment le takeaway de cette présentation-là. Des choses qui sont pratiques, qui pourraient aider si vous vous sentez un peu épuisé ou proche d'un burn-out. J'ai vraiment limité les notifications que j'ai sur mon téléphone. J'avais effacé Facebook, Instagram, tout ça. J'avais tout enlevé de mon téléphone dans le temps. Et même maintenant, je limite les notifications. Donc, à chaque fois que j'ouvre mon téléphone, je veux pas tout voir 20 000 choses. Donc, ça m'aide beaucoup. J'ai aussi mis de l'argent de côté pour justement être capable de m'offrir le cadeau d'un repas préfait ou d'avoir quelqu'un qui m'aide avec le ménage. C'est quelque chose que je me jugeais fortement de devoir payer pour de l'aide, mais c'est quelque chose qui a vraiment soulagé mon niveau de stress, surtout du côté parental de garder une belle routine de vie, de se coucher tôt, de se lever tôt, de bien manger, de sortir dehors, bouger, passer du temps avec les gens que vous aimez, écouter votre corps, connaître mes limites. C'est une nouvelle expérience pour moi de vraiment dire non, ça passe pas pour moi, ça m'intéresse pas, je veux pas, puis d'arrêter à ce moment-là. Et aussi choisir des choses qui me font plaisir et de me faire plaisir quand il y a quelque chose, même si j'ai passé la balayeuse, ben bravo. Tu sais, c'est vraiment des petites choses comme ça où on peut se sentir productive et que l'impact est important. Donc, ce sont des choses que je fais encore maintenant. Si vous vous sentez comme ça et si la vie est difficile, surtout en cette année de pandémie et l'épuisement de nos écrans, parlez-en. Parlez-en à vos amis, des collègues, à un thérapeute, à votre famille, à moi. Vous pouvez m'écrire un petit message, ça me ferait plaisir d'écouter. Et prioriser ce qui vous rend heureux. En fait, la vie est courte et la vie est belle. Il faut vraiment en profiter de voir les belles côtés de tout ça.
Et si vous êtes dans une position de gérant ou que vous travaillez en équipe, ben, demandez aux gens comment ils ou elles ou comment les gens vont. C'est important vraiment de poser la question. Et si vous posez la question, prenez la responsabilité d'écouter attentivement. C'est pas juste pour c'est pas juste le geste de demander comment ça va, mais c'est vraiment l'acte d'écouter attentivement et de ne pas résoudre le problème, mais juste d'écouter et d'être là pour quelqu'un. Et aussi d'être flexible. Tout le monde, comme je disais tantôt, a des besoins différents. Donc, c'est vraiment important d'être capable de s'ajuster à ces besoins-là. Donc, j'aimerais vous remercier pour votre attention et votre présence. C'est vraiment important pour moi que vous soyez là. Ça me touche énormément, encore une fois, que je puisse partager mon histoire. Donc, merci beaucoup.